Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux. Bonsoir aussi à celles et ceux qui nous suivent en ligne. Une particularité de cette année. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette soirée de lancement de la 10e édition de cette Biennale du patrimoine horloger. Je m'appelle Valère Gogna, je suis le responsable de la rubrique économique du Temps et je me suis engagé à tenter de vous faire passer la meilleure soirée possible. C'est une soirée qui va se découper en 3 temps. Il y aura d'abord une partie officielle, entrecoupée d'intermèdes musicaux par la Haute École de musique de Neuchâtel. Il y aura ensuite une table ronde sur le thème des savoir-faire horlogers et enfin un apéritif dînatoire dans le hall, bien entendu. La soirée étant minutée, je vous fais l'économie d'un long discours introductif sur le thème des savoir-faire horlogers et je laisse plutôt la scène aux musiciens et en particulier à Joseph Haydn. À vous. Bravo. On comprend mieux maintenant pourquoi ce morceau s'appelle l'horloge. On entend vraiment une pendule en vous entendant jouer, c'était magnifique. Pour lancer les feux, j'accueille Denis Clerc, président de la Fondation pour la mise en valeur du site inscrit. C'est à vous que revient la lourde charge d'entamer les discours. Merci. Au nom de la Fondation pour la mise en valeur du site UNESCO,
J'ai l'honneur et le plaisir de saluer et de remercier de leur présence ce soir Monsieur le conseiller fédéral, Monsieur le conseiller national, Monsieur le conseiller d'État, Mesdames et Messieurs les députés du Grand Conseil, Monsieur le président du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, Messieurs les conseillers communaux de La Chaux-de-Fonds, Monsieur le président du Conseil communal du Locle, Messieurs les conseillers communaux du Locle, Monsieur le vice-maire de Saint-Imier, Madame la conseillère municipale de Saint-Imier, Monsieur le conseiller communal de la Chaux-du-Milieu, Monsieur le vice-président du Conseil général de La Chaux-de-Fonds, Mesdames et Messieurs les conseillères générales et conseillers généraux de La Chaux-de-Fonds et du Locle, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers de ville de Saint-Imier, Mesdames et Messieurs les membres de la Fondation pour la mise en valeur du site inscrit, Mesdames et Messieurs les membres des commissions compétentes, Mesdames et Messieurs les partenaires et sponsors de la 10e Biennale du patrimoine horloger, Mesdames et Messieurs les membres des services communaux, enfin, Mesdames et Messieurs les invités. Je crois qu'on peut l'applaudir, effectivement. Bienvenue dans nos métropoles horlogères pour la 10e Biennale du patrimoine horloger, associée dès lors aux 25e Journées internationales du marketing horloger. Le savoir-faire horloger, ainsi que le savoir-vivre dans nos villes, au travers de leur urbanisme, font chacun l'objet d'une reconnaissance mondiale et nous gratifient de 2 inscriptions à l'UNESCO. Nous en sommes très fiers et aussi très responsables d'en préserver et d'en garantir le mérite et la pérennité. Dès la moitié du XIXe siècle, nos villes ont été imaginées, conçues, dessinées, planifiées et progressivement bâties en totale adéquation avec les besoins de l'industrie horlogère en termes de lieux et de conditions de travail, d'habitat et de vie en société. Le savoir-faire exige non seulement des compétences techniques de haut niveau, mais aussi un environnement propice à son développement. Cet environnement, c'est entre autres, en dehors de notre patrimoine culturel et bâti, nos innombrables décors Art Nouveau, nos jardins omniprésents dans le tissu urbain de la ville et la nature encore intacte dans les merveilleuses collines du Jura qui nous entourent. Préservons tout cela, ce sont aussi des richesses. Ici, urbanisme et horlogerie sont indissociables. La Fondation est heureuse d'en confirmer l'union au travers de cette 10e Biennale et elle remercie très chaleureusement toutes les institutions, les entreprises et toutes les personnes qui ont œuvré, soutenu et ouvert leurs portes pour cette manifestation. Avant de poursuivre les discours, je vous propose un petit retour en arrière sur les festivités que nous avons organisées cet été pour le 12e anniversaire de notre inscription avec un aperçu du film « Les fleurs du patrimoine ». Je vous remercie. Place à l'image.
magnifiques animations. Et on poursuit en musique avec Offenbach, le muletier et la jeune personne. Je crois que ce sont des autres interprètes qui vont arriver. Bienvenue, vous pouvez les saluer. À vous le plateau. Vous attendiez souvent, écoutez-moi la fille, vous attendiez souvent que vous étiez gentille. On me l'a dit vraiment, il est fait aucune. On me l'a dit vraiment, bien qu'il fasse la brune. Sinon vous le disiez, en promettant merveille. Sinon vous le disiez, fermerez-vous l'oreille. Mais si ça dépendait, on dit tout qu'on en cause. Mais si ça dépendait d'une sorte de chose. Quelle chose? Une chose. Quelle chose? Une chose. En avant, vite, vite, ma mule va grand train. Il n'allons pas si vite, n'allons pas si grand train. Sur cette terre la petite, tu ferais trop de chemin. Sur cette terre la petite, tu ferais trop de chemin. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là là. Sur cette terre la petite, tu ferais trop de chemin. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là là. Sur cette terre la petite, tu ferais trop de chemin. Et si l'on promettait, Dieu que toujours mon gage, si l'on te promettait le joli mariage, Oui, c'est mon suffirait, c'est la fête est sincère. Oui, c'est mon suffirait, c'est la pourrait se faire. alors embrassons-nous, ma belle Andalouse, alors embrassons-nous, dès demain je t'épouse. Toutou, il a tout doux, mais c'est pas des bêtises. Toutou, il a tout doux, car j'ai vu déjà prise. Déjà prise, Déjà prise, déjà prise. déjà prise. En avant, vite, vite, ma mule va grand train. Et là, non pas si vite, et n'allons pas si grand train. Sur cette terre la petite, tu ferais trop de chemin. Sur cette terre la petite, tu ferais trop de chemin. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là là. Sur cette terre la petite, tu ferais trop de chemin. Hop là, hop là, hop là, hop là là. Sur cette terre la petite, tu ferais trop de chemin. Charge maintenant à Théo Huguenin-Elie, conseiller communal et directeur de l'urbanisme de la ville de La Chaux-de-Fonds, d'enchaîner après cet opéra bouffe. Théo Huguenin-Elie, à vous le micro. Mesdames, Messieurs, les salutations protocolaires ayant été faites avec une précision, vous l'avez remarqué, toute horlogère par Denis Clerc, je vous en fais grâce, mais naturellement, le cœur du conseil communal de La Chaux-de-Fonds y est. En préambule, j'aimerais relever à quel point notre région des montagnes neuchâteloises, qui désormais, vous l'aurez remarqué, s'étend d'Ébrenay jusqu'à Saint-Imier, tout est horlogé. Notre économie est horlogère, notre urbanisme, notre culture, nos musées, et pourtant ces atouts d'importance internationale peinent parfois à être valorisés. La Biennale, notamment, est là pour cela, pour rappeler à toute la Suisse que le merveilleux objet qu'on porte au poignet et qui fait dans le monde entier l'image et la réputation de notre pays est créé largement ici.
Aussi, mesdames et messieurs, aujourd'hui est-il un grand jour parce que nous ouvrons la 10e biennale du patrimoine horloger et de surcroît parce que nous avons le plaisir de le faire en présence de notre conseiller fédéral Alain Berset. C'est pour nous un honneur, mais c'est aussi une marque de reconnaissance de l'apport de notre région, de notre tissu économique, de notre savoir-faire et de notre patrimoine vivant à l'ensemble de notre pays. C'est d'autant plus un honneur que vous êtes ici, monsieur le conseiller fédéral, en forme, si j'ai bien compris, de saut de puce héliporté entre deux séances. Merci infiniment. Aussi, permettez-moi de profiter de votre présence pour vous adresser, à vous personnellement, mais aussi à tout le Conseil fédéral, 3 remerciements agrémentés de 3 requêtes, plus ou moins audacieuses. Je commencerai par les remerciements. Premièrement, parce que ce n'est pas suffisamment fait et parce qu'on ne le fera jamais assez, j'aimerais vous remercier pour votre gestion de la crise sanitaire dans notre pays. Vous avez réussi et réussissez encore, Monsieur le Conseil fédéral, à conserver intactes nos libertés, notre vie sociale, dans une situation pourtant extrêmement difficile. En outre, et c'est particulièrement important ici, dans un poumon de l'industrie exportatrice de notre pays, vous avez réussi l'exploit de maintenir intact notre tissu économique et industriel. Le 28 novembre, Monsieur le conseiller fédéral, vous pouvez compter sur nous. Deuxièmement, j'aimerais vous remercier pour l'engagement du Conseil fédéral afin de mieux permettre à notre région un peu périphérique des Hautes-Vallées jurassiennes et horlogères de mettre en valeur ses atouts et de retrouver prochainement une prospérité sans nuance. La Confédération œuvre, certes également sous l'impulsion de nos députés à Berne et de notre Conseil d'État, que je salue, au désenclavement de notre région par des axes de communication modernes. Je suis obligé de le rappeler tellement c'est important, la Confédération finance totalement les contournements des villes du Locle et de la Chaux-de-Fonds par la N20. De surcroît, elle finance partiellement le contournement est de la ville de la Chaux-de-Fonds par la H18. Monsieur le conseiller fédéral, vous penserez également à nous le 28 novembre, puisque le peuple neuchâtelois est appelé à s'exprimer sur cet objet. Et enfin, et peut-être surtout, la Confédération finance presque entièrement la ligne directe entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Bien sûr, tout cela est encore à réaliser, mais ces projets feront de notre région le centre de l'arc jurassien sur plateau suisse. Troisièmement, j'aimerais vous remercier pour l'appui réitéré et permanent de l'Office fédéral de la culture qui appartient à votre département. En effet, l'OFC a compris l'exceptionnelle particularité de nos villes et a soutenu l'inscription en 2009 de l'urbanisme horloger sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, comme il a soutenu l'inscription en 2020, dernièrement, des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art sur la liste mondiale du patrimoine immatériel. Tout cela, c'est énorme, même si ça n'est sans doute pas tout à fait immérité. Pourtant, avec un brin d'audace, je me permets 3 requêtes pour le bien de notre région. La première requête consiste à convaincre urgemment le Conseil fédéral de trouver un chemin avec l'Union européenne afin de rassurer et de pérenniser notre place industrielle, exportatrice et de recherche. Il y a là sans doute pour notre région un enjeu existentiel. La deuxième requête consiste en l'appui et la reconnaissance de la Confédération au fabuleux projet de la Chaux-de-Fonds, capitale culturelle suisse, en 2025. La troisième requête est moins évidente et peut-être un peu plus fantasmée, encore que la métropole horlogère, capitale de l'arc jurassien, rêve, monsieur le conseiller fédéral, d'accueillir en son sein, à l'horizon de l'ouverture de la ligne directe, environ en 2035, qui la reliera au plateau, rien de moins qu'un office fédéral. Mesdames et messieurs, monsieur le conseiller fédéral, désolé d'avoir parlé d'un peu tout sauf de la biennale. En même temps, vous admettrez avec moi que nous ne recevons pas un conseiller fédéral tous les jours. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Trois remerciements, 3 requêtes. J'espère que vous avez pris note. Autour des remerciements et des requêtes de Cédric Duprat, directeur de l'urbanisme du Locle.
Voilà, monsieur le conseiller fédéral, je me joins aux remerciements de mon préopinant et également à ses requêtes. Monsieur le conseiller fédéral, mesdames, messieurs les représentants des autorités politiques, mesdames, messieurs les représentants des milieux économiques, mesdames, messieurs, chers amis, je me permets au nom des autorités de la ville du Locle, maire commune des Montagnes Neuchâteloises, de vous saluer et de vous remercier de votre présence aujourd'hui à cette soirée consacrée à la Biennale du patrimoine horloger. Nous sommes, vous le savez, dans nos régions, les héritiers de 900 ans d'histoire, de l'expérience accumulée au fil des années dans différents domaines. Nous sommes un mélange de populations venues ici et d'ailleurs qui a contribué, enrichi et parfait nos savoir-faire horlogers inscrits désormais au patrimoine mondial de l'humanité. Horlogers, horlogères, ouvriers, ouvrières, chefs d'entreprise, soyez-en remerciés. Remerciés pour le développement, votre contribution au développement d'une société équilibrée, mais aussi au rayonnement du berceau de l'horlogerie représenté ce soir par les villes de Saint-Imier, de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Un grand merci à vous de votre contribution et de votre engagement au quotidien. Voilà, mesdames, messieurs, au nom des autorités, au vu du nombre d'intervenants, au vu de l'agenda extrêmement serré de notre conseiller fédéral, je ne ferai pas plus long. D'ailleurs, ceux qui me connaissent savent que le respect de l'heure n'est pas la principale de mes qualités. Ce soir, exceptionnellement, j'aurai de l'avance. Belle soirée, belle manifestation et un bon dixième de la Biennale du patrimoine horloger. Belle soirée, merci pour tout. Et avant d'écouter un troisième intermède, ça sera Strauss. Mais avant Strauss, j'invite Olivier Zimmermann, vice-maire de Saint-Imier, dont la commune s'allie cette année pour la première fois à la Biennale du patrimoine horloger. Bienvenue. Merci. Monsieur le conseiller fédéral, chers invités, je souhaite pour commencer vous apporter les chaleureuses salutations des autorités et de la population de Saint-Imier. Nous sommes très honorés d'avoir été conviés à cette Biennale du patrimoine horloger en tant qu'invité spécial. Merci de nous avoir associés à cet événement phare du monde horloger. Saint-Imier ne débarque pas dans un univers inconnu. Si nous ne sommes pas malheureusement inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous avons de nombreux points communs avec La Chaux-de-Fonds, le Locle, que ce soit sur le plan urbanistique ou industriel. Depuis le XVIIe siècle, Saint-Imier a vu ainsi naître quelques marques horlogères réputées. Tagueilleur, Blancpain, Chopard, Breitling, pour ne citer que les principales. Toutes ces marques, certes, ne sont plus restées dans le Vallon. Il n'en demeure pas moins que le savoir-faire horloger y est ancré plus que jamais. J'en veux pour preuve que 4 emplois sur 5 concernent les métiers de la micromécanique et de l'horlogerie. Nous sommes fiers de pouvoir compter dans nos murs la compagnie des montres Longines Francillon SA. Fondée en 1832, elle fait rayonner le nom de notre cité dans le monde entier. Pour rappel, la marque au sablier ailé est la plus ancienne marque déposée auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Comme vous pouvez le constater, Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds et le Locle partagent de nombreuses similitudes. Il faisait par conséquent totalement sens d'accepter les invitations des autorités des Montagnes Neuchâteloises à les rejoindre en tant qu'invité spécial de cette biennale. Nous espérons ainsi contribuer, nous aussi, à faire rayonner la richesse du patrimoine horloger de notre région loin à la ronde. À toutes et à tous, nous souhaitons une 10e édition riche en échanges stimulants et en belles trouvailles. Ensemble, nous avons tant à offrir que les prochains jours ne suffiront pas à satisfaire votre curiosité. Merci, très belle soirée. Merci, monsieur Zimmermann. Et maintenant,
Nous allons écouter Strauss. Quand vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Il est 19h moins 1 minute. Nous avons respecté les temps. Place à Alain Berset, conseiller fédéral en charge du département de l'Intérieur. Et pour une fois, il ne va pas nous parler de Covid, il ne va pas nous parler de mesures sanitaires. Monsieur Alain Berset, à vous l'honneur. Merci beaucoup, amis des cadrans et des oiseaux chanteurs. Alors, je ne vais pas vous parler de Corona, mais je vais peut-être vous parler d'un nouvel office fédéral. Je me suis demandé comment faire pour répondre à la demande, parce que vous savez, déménager des offices, c'est un peu compliqué. Et quand de telles demandes arrivent, il faut plutôt essayer d'en déménager un. Et ça, c'est difficile aussi. Et il nous reste peut-être comme possibilité alors d'en créer un. Nous avons déjà un office fédéral du temps qu'il fait. Ça s'appelle Météo Suisse. Nous n'avons pas encore d'office fédéral du temps qui est. Peut-être une ouverture. Mais mesdames et messieurs, nous saluons évidemment et saluons l'inscription au patrimoine immatériel de l'humanité des savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d'art qu'il nous importe fondamentalement de sauvegarder et de transmettre. Et à propos de transmission dans le domaine de l'horlogerie, Woody Allen a dit un jour « Je tiens beaucoup à ma montre, c'est mon grand-père qui me l'a vendue sur son lit de mort ».
Et oui, ce sont des propos qui empruntent à la mécanique de l'humour absurde, parfois plus complexe que la mécanique horlogère. Et ces propos font penser que toute transmission au sein d'une communauté est à l'origine une affaire d'héritage familial ayant acquis au fil des générations une composante socio-culturelle beaucoup plus large qui peut s'appeler tradition. Mais la tradition, en Suisse, des métiers de l'horlogerie, nous la devons, en partie du moins, au formidable flair politique de Louis XIV. Lui qui a dénoncé, en 1685, le traité de paix confessionnelle instauré au siècle précédent par Henri de Navarre, devenu Henri IV. Oui, mesdames et messieurs, c'est probablement, du moins en partie, la révocation de l'édit de Nantes et sa promesse de nouvelles persécutions qui ont poussé une vingtaine de milliers de Huguenots à venir se réfugier en Suisse. Et ces détenteurs d'un savoir-faire horloger se sont installés dans l'arc jurassien. L'arc jurassien, une région qui s'étale, si on le prend au sens large, du canton de Genève au canton de Schaffhausen. Oui, c'est assez large, je sais. Délimitée d'un côté par un jet, de l'autre côté par quelques chutes. Et je crois que cet exil était en fait un exil sans retour. C'était un exil sans retour parce qu'il était naturellement exclu que ces fabricants de pendules ne deviennent des pendulaires. Quoi qu'il en soit, l'heure arrivait à redessiner l'image, à redessiner l'identité même de notre pays, et c'est finalement un pied de nez que nous avons fait à l'histoire en présentant une candidature franco-suisse auprès de l'UNESCO, dont l'acceptation, il faut bien le dire, n'est pas loin de constituer une sorte de nouvel avenant à l'édit de Nantes qui en abolirait symboliquement la révocation. Et la reconnaissance de cette candidature commune consacre en tous les cas l'étroitesse et la préciosité d'un lien communautaire transfrontalier entre nos deux pays. De manière assez intéressante, il en était d'ailleurs allé de même avec l'inscription des traditions en matière de prévention des dangers d'avalanche, conjointement déposée avec l'Autriche, autre pays membre de cette Europe à laquelle nous appartenons, d'un point de vue culturel à tout le moins. Et bon, pour tout vous dire, nous attendons maintenant que le Luxembourg et les îles anglo-normandes nous contactent pour envisager une demande groupée concernant les traditions et savoir-faire en milieu bancaire. Oui, mesdames et messieurs, la lecture de cette subtile mécanique administrative qu'est le dossier binational de candidature, supervisé, je transmettrai vos remerciements à leur égard, supervisé par l'Office fédéral de la culture, donne une idée assez précise de ce que la tradition horlogère a pu apporter à la Suisse. Quelques exemples. Au plan politique, tout d'abord. Si la paix du travail, fruit de négociations entre les syndicats et le patronat, a été obtenue en Suisse, ce fut probablement dans le sillage des premières conventions collectives de travail conclues à partir de l'année 1937, précisément dans les domaines de l'horlogerie et aussi de la métallurgie. La perception et la place des femmes dans le monde du travail a aussi évolué fortement grâce à l'horlogerie. Les femmes ont en effet assumé une fonction importante dans la chaîne de fabrication. Celle-ci reposait traditionnellement, vous le savez mieux que moi, sur le système de l'établissage, la division en unités spécialisées, dispersées dans les familles, au sein desquelles s'effectuait un préassemblage des pièces, confiées la plupart du temps, souvent pour le moins, à des femmes. Et en dépit des rétributions salariales modestes, ce système a garanti leur présence dans le monde professionnel, leur conférant plus tard un droit de grève dans les usines, quand le droit de vote dans les urnes leur était encore interdit. Et au plan économique, le savoir-faire horloger a d'abord fait vivre une région assez large. Il a ensuite profité à toute notre économie. Et lorsque ces modèles de qualité et de luxe sont poussés au poignet des personnalités internationales, des écrivains, des aventuriers, des stars hollywoodiennes, même des agents, ou enfin au moins un agent secret britannique, oui, sauver le monde est un travail d'équipe. Et il faut le dire, sans le concours d'étampeurs
de décolleteurs, de pivoteurs, de cadraniers, de boîtiers, d'aiguilleurs, de polisseurs, tous ces métiers appelés à se relayer sur le chemin de l'élaboration d'une montre, eh bien, James Bond perdrait un peu de son élégance, il faut bien le dire, et il perdrait surtout aussi de son efficacité, celle-ci étant essentiellement liée à son sens du timing de dernière seconde. J'aimerais aussi d'ailleurs saisir cette occasion de rappeler que sur le plan technologique, l'horlogerie a joué, joue et joue encore aujourd'hui un rôle prépondérant dans le développement de notre industrie. Pour le passé, on peut penser bien sûr à l'impulsion donnée par le laboratoire de recherche horlogère, fondé en 1921. Certaines de ces trouvailles sont à l'origine de l'électronique et de la microtechnique. Et nous savons aussi que, bien sûr, l'industrie horlogère a surtout aussi eu d'importantes répercussions au plan culturel qui nous intéressent aujourd'hui plus particulièrement. Cela a été rappelé, l'horlogerie a profondément marqué l'architecture et l'urbanisme des villes comme Le Locle ou La Chaux-de-Fonds, dont le patrimoine matériel et bâti figure au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et dans ces cités horlogères, les lieux de production côtoyaient les lieux de résidence, permettant aux travailleurs d'œuvrer encore et encore, bien souvent d'ailleurs après les heures de travail. Et au fil du temps, ils ont permis l'entretien d'une communauté locale à l'intérieur de laquelle les traditions et les pratiques socioculturelles ont perduré au fil des générations. Parmi ces pratiques, on notera, si vous permettez de le mentionner ici, l'art de la conduite automobile dans des rues tracées au carré. Ce qui m'a toujours sidéré, c'est que dans un tel cadre, pour faire une marche arrière, en fait, il faut avancer et prendre 4 fois de suite la première à droite. Et enfin, mesdames et messieurs, du point de vue de la fabrication, l'industrie horlogère a produit des instruments magnifiques que l'on peut admirer dans l'une ou l'autre des vitrines de nombreux musées consacrés à l'horlogerie dans la région, et qu'il est impossible de ne pas considérer comme des pièces d'art. Et c'est justement, je crois, ce qui est aussi très émouvant, ce qui est incroyable et émouvant, c'est de réaliser qu'avec le temps, les machines des anciens ateliers sur lesquels se sont penchées des générations d'ouvriers de précision sont aussi devenues des pièces d'art. D'ailleurs, si vous vous rendez au musée du Tour automatique et d'histoire de Moutier, vous pourrez ainsi admirer le modèle Lambert 1925 de tour à poupée mobile équipé de 3 outils et d'un contre-perceur qui aurait très bien pu être imaginé par Jean Tinguely s'il avait bien voulu se donner la peine de donner dans la minutie. Et concernant les objets manufacturés, il en existe de merveilleux au Centre international de la mécanique d'art à Sainte-Croix, comme ces boîtes à musique contenant jusqu'à 35 000 goupilles, ajustées à 2 centièmes de millimètre et pouvant jouer le canon de Pachelbel. Oui, mesdames et messieurs, 35 000 goupilles pour faire un canon. Cela, même un membre jurassien du GSSA ne saurait s'en offusquer. Bon, tout ça pour vous dire que le savoir-faire horloger est devenu un art véritable au moment où il s'est affranchi de la recherche du temps pour se consacrer à la quête de la beauté. La recherche du temps et la quête de la beauté. Comment ne pas penser à Marcel Proust dans un tel cadre, expert dans ces 2 disciplines, lui qui écrivait qu'une heure n'est pas une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climat. Oui, mesdames et messieurs, pour le dire autrement, l'horlogerie n'est pas que l'horlogerie. L'horlogerie est aussi l'incarnation d'une culture qui s'est transmise dans toute la région de l'arc jurassien pour la recouvrir d'un inestimable boîtier de tradition. Et elle mérite, pour cette raison même, d'être intégrée au patrimoine immatériel de l'humanité. Mais là, je crois que si j'en crois l'Observatoire astronomique chronométrique de Neuchâtel, le temps qui m'a été imparti vient juste d'arriver à son terme. Je vais donc conclure, car comme le disait joliment l'académicien Jean Dutour, l'exactitude est la politesse des montres. Et j'aimerais vous redire le plaisir de passer ces quelques moments avec vous ce soir, avant, malheureusement, je le dis parce qu'on est entre nous, de devoir encore me rendre à Zurich dans la soirée, et le plaisir de passer ces moments avec vous à l'occasion de cette 10e biennale. Vous souhaitez une excellente soirée et vous remercier de votre attention.
Très bien. Merci. 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 Merci, Monsieur Berset, qui nous a donc quittés pour des obligations zurichoises, mais je suis convaincu que cela lui aura fait le plus grand bien de ne pas parler de passe sanitaire pendant quelques minutes. Je vous cède le plateau pour un nouvel intermède musical. À vous l'honneur. Merci. Bravo. Bravo. Sans transition, avant de passer au débat, à la table ronde tant attendue, encore un morceau de musique, Libertango, de Astor Piazzolla. À vous l'honneur.
Bravo. Magnifique. Merci à la Haute École de musique de Neuchâtel pour ces bons moments musicaux. Après les notes, place aux mots. On a la gentillesse d'amener des tables, une qui se trouvera sur ma gauche, l'autre qui se trouvera sur ma droite. Laetitia Vifian-Benoît, Marc Pfister, Patrick Prugnot et Alain Ribaud peuvent me rejoindre sur scène. Laetitia Vifian-Benoît, présidente de l'Association des Journées du Marketing, organisatrice de la Journée internationale du marketing horloger qui s'est tenue aujourd'hui. Alain Ribaud, conseiller d'État neuchâtelois en charge de l'économie et de la culture. Deux peuvent se mettre là. Marc Pfister, directeur de l'École d'art appliqué de la Chaux-de-Fonds. Et Patrick Prugnot, directeur général de Ulysse Nardin et Girard Perregaux. Vous pouvez vous mettre là, je crois qu'on va vous amener des micros d'une seconde à l'autre. Mais je peux déjà vous poser la première question et vous pouvez y réfléchir en attendant que les micros soient là. Parfait. Je me suis dit que pour briser la glace, pour faire un peu connaissance, on pourrait commencer par vous demander quelle a été votre première montre et dans quelles circonstances vous l'avez reçue. Honneur aux dames, Laetitia Vifian-Benoît. Ma première montre, je crois que c'était une montre qui m'a été offerte par mon parrain pour une occasion que beaucoup d'entre vous ont certainement vécue. C'était à l'occasion de ma première communion. Et puis c'était une Tissot. Alors je l'aimais bien parce qu'elle avait un petit drapeau suisse. Et puis ça me plaisait beaucoup. Excellent. Alain Ribaud, votre première montre. Je crois qu'il marche tout seul. Il marche tout seul. Technologie extraordinaire. Alors ma première montre, eh bien, il faut parler plutôt de la première dont je me souviens, parce qu'au fond, j'ai aucun souvenir des montres que j'ai eues jusqu'à l'âge de 20 ans. Traditionnel cadeau des parents, la PR100, Saphir de Tissot aussi. Décidément, on fait un peu de pub là aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se rappelle pas des montres avant ? Et je me dis que c'est parce que c'était tellement normal, les choses ont changé, d'avoir une montre qu'on ne s'en rappelle pas jusqu'au moment où on a un objet particulier, un objet qui est peut-être plus beau. Une charge émotionnelle. Marc Pfister, votre première montre. Est-ce que je parle assez fort sans micro bien... Je crois qu'il y a des gens en ligne qui nous regardent. Et du coup, pour eux, alors, vous n'allez peut-être pas réussir à parler assez fort. Alors comme ça, j'éviterai l'extinction de voix. Ma première montre, ça va rappeler des beaux souvenirs. On était en pleine crise horlogère. C'était 1973. À l'occasion de mes 10 ans, mes parents m'ont offert une petite Omega, mouvement mécanique s'il en est. On n'avait pas les moyens de se payer le mouvement automatique. Un très beau cadran bleu pétrole. C'était aussi la crise du pétrole. Juste pas, on y arrivait. Et Monsieur Patrick Prugnot, vous êtes aujourd'hui patron d'Ulysse Nardin et Girard Perregaux, mais vous n'allez pas nous faire croire que votre première montre était une Ulysse Nardin ou une Girard Perregaux. En effet, c'est rarement une première montre. En fait, ma première montre, je crois que je devais avoir 5 ou 6 ans. Mon papa m'a offert une montre où il y avait un cow-boy et il avait 2 pistolets. Et chaque pistolet, évidemment, indiquait les heures ou les minutes. Et excellent. Je revois encore l'image de ce personnage. J'ai cherché avec mon fils maintenant qui a 4 ans, lui trouver la même montre. Ça n'existe plus. J'ai demandé aux équipes de Ulysse Nardin de s'y mettre. D'en faire une. On peut s'attendre à une prochaine collection avec des pistolets. Merci. Savoir-faire horloger, des trésors à cultiver. Vaste sujet. Laetitia Vifian-Benoît, vous êtes présidente, comme je l'ai dit, de l'Association des Journées du Marketing, mais vous travaillez aussi pour le département marketing d'une grande marque de la région. Est-ce que la préservation de ces savoir-faire passe par du marketing ? Alors, effectivement, s'il y a un discours commun aux marques horlogères, c'est bien celui de la culture, de ce savoir-faire, de ce patrimoine. Toutes les marques y vont finalement de leur tradition, de leurs brevets, de leur mise en avant de vraiment toutes leurs inventions.
Je crois qu'au niveau de la culture, ça passe aussi par le produit. On l'a entendu aujourd'hui, hein, le phénomène de pre-own participe aussi à cette culture du savoir-faire, à cette mise en avant d'une identité et d'une tradition horlogère. Maintenant, est-ce que c'est vraiment dans une optique de pérenniser ce savoir-faire? Ça, je m'interroge quand même à ce niveau-là. Le marketing, c'est plutôt vendre, c'est pas pérenniser Exactement. un savoir-faire horloger. Exactement. Je pense que là, ça sert effectivement le dessin de commercialiser, de faire du chiffre. J'aimerais quand même parler d'un projet qui va à contresens un peu de tout ça, qui s'appelle Naissance d'une montre, qui était un projet avec Philippe Dufour, qui transmettait un savoir-faire par des gestes, qui sauvegardait un patrimoine horloger, puis qui consistait vraiment en l'apprentissage des techniques anciennes pour refaire une montre 3 aiguilles à la main, dans le but vraiment de documenter, d'archiver, puis de sauvegarder cette science. Et puis, j'en appelle un petit peu par cette occasion aussi aux marques et aux gens qui sont présents dans la salle à peut-être penser à, outre le discours commercial et concurrentiel, peut-être s'allier, un petit peu parler avec les institutions pour travailler un petit peu dans ce sens-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à sauvegarder. On parle des métiers d'art, mais il y a aussi les techniques actuelles, l'anglage, qu'il faudrait documenter et puis archiver. Un meilleur travail entre les marques et les institutions, peut-être la communauté, la perche est trop grande pour que je ne la saisisse pas. Alain Ribaud, les liens entre les marques et les politiques, on sait, n'ont jamais été faciles. Quelle relation peut-être est-ce que vous entretenez aujourd'hui avec eux, avec des gens comme Patrick Poignot qui se trouve là, à part une table ronde ce soir? Et surtout, comment est-ce que la politique, quel rôle a la politique à jouer pour préserver ces savoir-faire? D'abord, je pense qu'on va très bien s'entendre parce que j'ai une Ulysse Nardin. Ah, je vois que vous avez très bon goût. Je crois que la glace est brisée. J'encourage tout le monde à l'imiter. Alors, je pense que c'est en tout cas pas vrai que les relations ont toujours été mauvaises, mais à l'époque, les patrons habitaient évidemment tout près de leurs ouvriers, tout près des usines, ce qui est nettement moins le cas aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que les gens sont inaccessibles, et j'ai la chance, puisque j'ai repris le département de l'économie il y a assez peu de temps, d'avoir souhaité rencontrer un certain nombre des patrons des boîtes de nos montagnes châtelloises, et j'ai eu un très bon accueil, et non seulement un très bon accueil, mais des très bonnes nouvelles dans les perspectives pour notre canton, et puis une espèce de reconnaissance. Alors peut-être que quand c'est un Bernois ou quand c'est un Genevois, ils disent la même chose, mais enfin, le sentiment qu'on a conscience que Neuchâtel, c'est au cœur du monde horloger, que les montagnes châtelloises, ce sont les poumons des marques et qu'on veut investir dans cette région. Ça m'a beaucoup rassuré sur les années à venir aujourd'hui par rapport au dynamisme horloger. Les politiques, ils ont un rôle actif à jouer et qui se traduirait comment ? Alors, je crois qu'ils ont effectivement un rôle actif de confiance dans l'emplacement qui se trouve, qui permet d'attirer un certain nombre d'entreprises, qui permet d'y rester, qui contribue à la stabilité, qui contribue à la sécurité. Enfin, il y a beaucoup d'aspects qui sont, outre l'aspect strict de produire des montres, tout ce qui va autour, et puis de ce climat qu'il s'agit de maintenir et de confirmer. Encore une fois, je crois que l'accueil a été vraiment favorable, mais c'est plus facile quand les gens sont sur place que quand ils sont loin. Et il faut rappeler aux gens d'où ils viennent, où sont les racines de l'horlogerie. Quand on est peut-être un peu trop loin, parfois on oublie que ce n'est pas seulement une marque, mais c'est aussi une histoire. On y reviendra parce que c'est un sujet évidemment très important. Et peut-être Marc Pfister, vous étiez, si mes informations sont bonnes, hier à Berne pour parler de l'avenir de la filière de design horloger. Peut-être est-ce que vous pouvez déjà nous dire en 2 mots qu'est-ce que cette filière a de si particulier et peut-être quels ont été les résultats des discussions hier à Berne? Est-ce que vous avez été entendu? Je termine là-dessus. Au téléphone, quand on préparait ce débat, vous me disiez pour les alémaniques, l'horlogerie est parfois un peu une réserve d'Indiens. Et ils disent « haha, oui, Huron Design ». Est-ce que c'est comme ça que vous avez été reçu hier? Je constate que le modérateur est particulièrement bien informé. Je ne vais pas me permettre de lui demander de citer ses sources parce que je vais me retrouver devant un refus catégorique. Évidemment. Effectivement, j'étais à Berne toute la journée hier pour discuter
C'est compliqué. Je ne vais pas vous donner un cours maintenant sur la formation professionnelle qui est merveilleuse. Hein. Mais le modèle suisse est, vous le savez, un modèle du genre bien au-delà de nos frontières, mais il est complexe. Et puis, bref, on subit maintenant une révision totale du plan d'études cadre pour tous les métiers d'art appliqué. Donc, je suis confronté de plein fouet par cela. Et effectivement, nous sommes les seuls en Suisse et, je le dis, au monde à former des designers d'objets horlogers tels que nous les formons actuellement chez nous depuis bientôt 11 ans. Vous les formez de A à Z? On les forme de A à Z, oui. Et puis, ils sont capables pas de faire des jolis dessins ou bien voilà, des plans fumeux. Ils sont capables de développer des prototypes fonctionnels pour faire la démonstration que leurs idées ou bien les idées du client sont effectivement réalisables et puis concrètement productibles de manière commercialisable. Écoutez, on n'est qu'au début de ce processus. Je suis là. J'ai le sourire. Ça a l'air de s'être plutôt bien se passer. Je me suis bien défendu. Je fais des progrès en allemand parce que, bien évidemment, toutes les séances sont en allemand. Et puis, j'arrive à me faire comprendre. Mais très brièvement, c'est via cette filière, c'est un excellent exemple concret de façon dont on peut pérenniser ces fameux savoir-faire. C'est une partie des savoir-faire liés directement à l'horlogerie. Là, on parle vraiment de design d'objets horlogers, c'est-à-dire, j'aime pas ce terme, ce sont tous ceux qui se préoccupent de l'esthétique, d'aspects aussi de fonctionnalité de la montre ou de l'objet montre. On parle beaucoup de montre bracelet, la carrure, on se préoccupe de la carrure, du fermoir, du bracelet, du cadran. On peut travailler aussi sur des décors du mouvement, mais ça c'est normalement le travail des horlogers. Mais il y a une multitude d'autres métiers aussi. Il faut savoir que cette formation, elle n'existait pas avant. Nous avions des designers industriels qui se sont formés sur le tard pour travailler là-dedans. Énormément de bijoutiers qui provenaient de l'école d'art appliqué de la Chaux-de-Fonds se sont formés là-dessus et sont devenus des designers horlogers avec pignon sur rue ou certains architectes. Mais c'est la première fois qu'il y a une formation comme ça. Excellent, on compte sur vous pour la défendre. On est convaincu que vous allez faire le job. Ulysse Nardin, Patrick Prugnot. Vous m'avez dit, la définition de notre marque, c'est d'abord, on a une montre de luxe suisse. Deuxièmement, on a une manufacture. Troisièmement, nous ne sommes pas genevois. Est-ce que c'est pour cette raison que vous êtes ce soir ici à la Chaux-de-Fonds et que vous n'êtes pas au Grand Prix d'horlogerie de Genève qui se tient en même temps à Genève? Absolument. Oui. Excellent choix. Comment est-ce que vous faites Je peux qu'applaudir votre présence ici. Comment est-ce que vous faites GPHG surfait. Surfait, hein. Comment est-ce que vous faites en tant que patron? Vous avez une quantité d'obligations, d'impératifs au quotidien. La préservation du patrimoine, des savoir-faire horlogers de la région. Comment est-ce que ça trouve sa place dans le quotidien d'un patron horloger d'aujourd'hui? En fait, c'est très facile dans notre cas, pour Ulysse Nardin et Gérard Perregaux, parce que je vais reprendre des mots qui ont été utilisés avant. Pour moi, le marketing, c'est un joli mot. C'est la promotion, en fait. C'est la mise en avant et en valeur d'expertise et de métier. Et pour des marques comme les nôtres, qui sont des manufactures avant tout, notre différenciation, elle repose sur ces métiers. Et je ne le vois pas d'une façon défensive en disant il faut protéger. Au contraire, c'est largement offensif. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce qui nous différencie évidemment du reste de l'horlogerie. Je parle pas de l'horlogerie suisse, mais au-delà, mais aussi de plein d'objets qui sont en vente dans le milieu du luxe au niveau mondial. En fait, je crois que l'horlogerie, c'est pour ça que j'ai une foi incroyable dans le futur de cette industrie, c'est qu'on est probablement
on produit les objets les plus contemporains, les plus modernes, les plus adaptés qui soient. Aujourd'hui, excusez-moi, tout le monde parle de circuits courts dans d'autres industries. Du point de vue environnemental, nous sommes dans des circuits courts. Tout ce que Ulysse Nardin, Gérard Pégaud ne produit pas, il l'achète dans un rayon de 30 km ou 50 km. Et c'est très moderne parce qu'on a parlé auparavant, M. Bercel l'a mentionné, mais du mélange culturel. L'horlogerie suisse, et notamment ici, est issue des Huguenots, de toutes sortes d'expertises. Aujourd'hui, nous, on a plus de 20 nationalités qui travaillent dans les deux entreprises et qui continuent à s'enrichir, mais elle est produite dans un terroir avec des expertises, avec des métiers, et qui sont après exportés dans le monde entier. Et je pense qu'au-delà même des métiers, ce sont des valeurs qui sont promues. On fait la promotion de ça. Et un dernier point, moi je passe mon temps, quand je suis à l'étranger, j'étais aux États-Unis la semaine dernière, je passe mon temps à inviter les gens à venir à la Chaux-de-Fonds. Ça nous différencie. Je pense que quand quelqu'un vient à Chaux-de-Fonds, il a une expérience très différente. Il y a un niveau de passion avec nos collaborateurs qui est très différent de l'expérience qu'on peut avoir, par exemple à Genève ou d'autres endroits. On partage peut-être ça d'ailleurs avec nos collègues de la vallée de Joux. On est des animaux différents. On a une ADN différente, une ADN horlogère. On appartient à une ville, on appartient à un terroir. Et on est autrement plus sympathique que des Genevois. Peut-être... je vais essayer de ne pas commenter. Laetitia Vifian, Patrick Pognot le disait, moins de 30 km, donc dans tout un rayon, finalement, c'est des circuits courts. Mais quand on regarde les publicités des grandes marques horlogères, elles mettent soit en avant leur marque, elles mettent soit en avant le label Swiss Made, elles ne mettent pas en avant la région. On voit peu la Chaux-de-Fonds dans les campagnes de publicité de marques environnantes, on pourra y revenir après. Comment est-ce que vous expliquez qu'on mette en avant davantage un label qu'une région ? On en parlait cet après-midi justement, cette problématique du Swiss Made et tout ce que ça englobe. Je ne vais pas parler de ça, mais je crois qu'il y a une fascination liée à la suissitude. Il y a un pouvoir attractif. Vous le dites, que vos clients sont fascinés quand ils viennent à la Chaux-de-Fonds. Je crois que c'est quelque chose effectivement qu'on peut capitaliser dessus de manière plus forte aussi en communication. Il y a quelques marques qui le font, c'est encore assez timide. Mais c'est vrai que dans les écrits, dans les discours, aussi dans le relationnel, dans les réseaux sociaux, c'est aussi des choses qui font partager notre quotidien, puis qui font vrai, en fait. Et c'est ça qu'on cherche aussi dans le discours, maintenant, d'être vrai. D'être peut-être plus authentique. Est-ce que j'ose poursuivre sur ces considérations ? Avec grand plaisir. Parce que ça me rappelle la période de la discussion du Swiss Made. J'étais au Conseil national à l'époque et voilà, j'étais tellement convaincu que tous les horlogers, que tout le monde se battrait corps et à cri. Puis au fond, alors oui, c'était le cas d'un grand nombre, c'était le cas de beaucoup de marques, c'était le cas de la Fédération horlogère, je aperçois M. Page tout près, malgré la lumière. Mais ce n'était pas le cas d'absolument tout le monde. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait quand même une espèce de conscience, et ça c'est le niveau helvétique, je viendrai au niveau de la région des montagnes de Châteloise, une conviction que la marque pouvait suffire pour certains, versus quelque part le fait que ça soit Swiss Made. Et c'est un peu la même chose au niveau des montres qu'on voit aujourd'hui sur la région, c'est que la marque prend effectivement un tout petit peu le dessus, et c'est notre rôle à nous tous dans cette salle, tous ceux qui s'engagent pour l'horlogerie, de rappeler que pour faire des montres, eh bien, il y avait des horlogers paysans, il y a une histoire, et puis qu'on a construit des choses dans une région. Et j'aime beaucoup entendre Ulysse Nardin nous dire on fait venir les gens. Et c'est un discours que j'entends, que j'ai entendu de LVMH, que j'ai entendu de Richemont, que j'ai entendu de Swatch Group. On a changé l'état d'esprit il y a quelques années, ou il y a quelques décennies, il y avait quand même un côté assez hermétique. On n'entrait pas dans une boîte de montres. Aujourd'hui, on a Zénith qui a son musée, je crois que Ulysse Nardin en a aussi un, Tagueillère, Chopard, et on fait venir du monde. Et on veut développer, c'est en tout cas le discours que j'ai compris, un accueil personnalisé d'un monde d'intéressés dans cette région pour la faire vivre aussi, et parce qu'elle a d'autres choses que juste la montre. Une forme de tourisme horloger, c'est vrai, vous allez inaugurer le musée Ulysse Nardin au Locle dans quelques jours. En un mot, pourquoi est-ce que vous ouvrez ce musée ? Qu'est-ce que vous poursuivez comme but ? Alors, les deux marques ont des trésors en termes d'histoire et à partager. Et c'est vrai que nous, on a investi énormément les dernières années, et là, on continue de le faire, sur nos lieux, à la fois de production, mais les bureaux, et aussi nos lieux historiques. Donc là, on avait déjà un musée Ulysse Nardin au Locle. Il va tripler de taille. Il sera inauguré d'ici une dizaine de jours. Et pour nous, c'est essentiel, en fait.
parce que chaque fois qu'on a une personne qui vient, qui visite le musée, là, si je le dis de façon très prosaïque, j'ai jamais une question ni sur le prix, ni sur l'utilité d'acheter une montre. C'est-à-dire que une personne vient, elle découvre cet environnement, elle voit en plus, vous avez cité certaines marques, nous sommes Girard-Perregaux, c'est la Chaux-de-Fonds, Ulysse Nardin, c'est le Locle, on a un ancrage, nous, c'est vraiment notre siège, c'est notre âme. Et avoir la villa pour Girard-Perregaux, qui sera d'ailleurs ouverte demain pour les Journées du patrimoine, ou le Locle, le musée chez Ulysse Nardin, c'est pour ça qu'on a refait nos musées, on montre nos produits, on explique ce qu'on fait. Pour nous, c'est très important. Marc Pfister, on parle beaucoup de montres ce soir. En fait, est-ce qu'il existe réellement un savoir-faire pour produire des montres, ou est-ce qu'on ne peut pas un peu imaginer des montres comme on imagine une machine à café, une tondeuse à gazon? C'est les deux exemples dont on avait parlé ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier là derrière? Alors, le processus, si on parle en termes de design, le processus, c'est à peu près le même. On appelle ça un processus de création qui va de l'idée à un produit fini. Il faut de la culture, il faut de la technique, une ouverture d'esprit, faire du benchmarking pour être moderne et puis regarder un peu ce que les autres font, parce que le but, c'est pas de reproduire. Il y en a d'autres qui font ça très très bien dans le Far East. Mais il faut voilà, ouverture d'esprit, faire des recherches, développer des concepts, etc. Le processus, dans le fond, une bonne machine à café, une belle tondeuse à gazon ou bien une montre, sur le processus du designer, c'est le même. Le problème, c'est que l'industrie horlogère, comme notamment les medtech, on joue là avec des tolérances diamétralement opposées. Ça nécessite une excellente connaissance du cœur de la montre. Le designer qui vous dessine un très joli cadran, mais il a oublié qu'il y a des index qui ont une certaine épaisseur, et puis en fait il faut plaquer une glace, et puis voilà, ou bien des courbes qui sont impossibles à réaliser, etc. Non, c'est une profession en soi, c'est une spécialisation en soi. Alors, on s'improvise pas. En revanche, le contraire est possible. On a des étudiants qui terminent chez nous et puis qui vont dessiner des machines à café. Mais elles doivent être fantastiques. Elles sont sympas. Je ne sais pas si elles indiquent l'heure, mais elles font probablement. du bon café. Mais juste encore une question pour vous, directeur de l'école d'art appliqué. Dites-nous juste un mot des jeunes, des gens. Est-ce qu'il y a une forte demande? Est-ce que vous sentez un appétit pour apprendre ce métier? Oui, dans la mesure où on n'a pas de peine à recruter, nous bon, on a un avantage, on a un petit monopole. Donc en Suisse, on draine sur toute la Suisse romande. Suisse alémanique, non, on n'en a pas. Pour le moment, ce n'est pas leur culture. Hein. On a des Tessinois, on a des Français, on draine tous les cantons de Suisse romande qui viennent chez nous. L'appétit, l'appétence et puis la gourmandise, elle est là. La barre est haute. C'est une formation supérieure, il faut avoir un CFC préliminaire et puis un CFC du domaine. Voilà. Ce qui implique une certaine sélection. Alors en plus de ça, on a un cours, comme dans toutes les écoles d'art appliqué, on a un concours d'entrée. Ouais. Peut-être, Monsieur Ribaud, vous aurez la difficulté de conclure avec des bonnes nouvelles. Mais en discutant, vous me disiez la situation est plutôt bonne. Le titre du débat de ce soir, c'est « Savoir-faire horloger, des trésors à cultiver ». Or, vous me disiez, ils ont quand même l'impression de bien se cultiver tout seuls. La situation économique est plutôt bonne aujourd'hui dans la région. Alors, il y a 18 mois de cela, on n'aurait jamais parié que vers la fin de l'année 2021, on annoncerait des chiffres, c'est ceux de septembre dernier,
plus élevés que ceux de septembre 19 sur l'exportation horlogère de la Suisse. Donc c'est vrai, c'est absolument exceptionnel. C'est aussi évidemment anticipé, ça veut dire qu'on a eu la chance en Suisse de ne pas perdre les emplois pendant la crise, grâce au RHT. Il faut rendre hommage à Berne de ce côté-là. Les RHT, c'est de l'argent fédéral, qui ont été rapidement investis, des prêts aussi pour les sociétés. Ça a permis de conserver un tissu industriel et de rebondir quand la reprise est là. Il ne faut jamais la louper quand elle revient, la reprise, parce qu'on se ramasse toujours la chute. C'est quand même bien si on arrive aussi à prendre la reprise. Et en effet, on a des annonces vraiment réjouissantes. On a une très belle inauguration. On ne va pas trop citer de nom, j'ai déjà fait pour ma montre. Oui. Mais enfin, on a une très belle inauguration tout bientôt au Locle, d'une très belle usine. On a Ulysse Nardin qui nous annonce, et j'attends bien sûr l'invitation au musée. Et d'autres nouvelles encore du domaine horloger, mais aussi de celui qui est proche. Et on l'a dit, la microtechnique, la microélectronique, c'est tous des domaines qui existent parce que l'horlogerie existe. Le CSEM, aujourd'hui, qui développe énormément de choses, existe parce qu'il a eu des antécédents horlogers. Et donc, c'est tout ce tissu industriel dont on doit être conscient de la richesse et de l'interaction qui fait aussi qu'on peut s'approvisionner dans les 30 km, dans un rayon, que l'arc jurassien est précieux à cet égard. Et c'est une spécificité de notre arc jurassien dont on est ici le cœur absolu. Donc, les nouvelles sont plutôt bonnes. L'avenir paraît plutôt serein. Vous m'avez dit 2 zones d'ombre quand même. Hein. Je ne me rappelle plus. Elles ont disparu. Allez, on les laisse tomber. Pas besoin. Merci beaucoup. Je propose qu'on applaudisse nos 4 interlocutrices et interlocuteurs. « 19h45 tapante, la soirée est terminée ou ne fait que commencer, c'est selon. Avant l'apéro, je dois vous signaler quelques petites choses. D'abord, il reste des places pour le concert du jazzman Hugh Coltman demain soir qui aura lieu. Ici, vous pouvez aller les chercher dans le hall, c'est gratuit. C'est un jazzman spectaculaire qu'il ne faut pas manquer. Par ailleurs, il y aura une série d'événements, comme vous le savez. Ce week-end, il y a du cinéma, il y a d'autres débats, il y a des bourses horlogères. De quoi surclasser de loin tous les événements qui ont lieu à Genève. Il y a une ou 2 ventes aux enchères, mais on ne s'y intéresse pas. Et enfin, parmi les remerciements, on m'a demandé de faire un clin d'œil particulier au sponsor principal, Raiffeisen, des montagnes neuchâteloises, et 3 autres sponsors, Viteos, TSM Assurance et BLS, qu'ils soient chaleureusement remerciés pour leur soutien. Merci à toutes et tous, merci à ceux et celles qui nous ont suivis en ligne et santé, bonne soirée.